Bonsoir à tous. Bienvenue à ce débat entre les candidats à la mairie de Montréal, organisé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Mon nom est François Cardinal, je suis éditorialiste en chef du journal La Presse. C'est un honneur pour moi d'animer cette soirée en direct du centre Sheraton, en plein cœur du centre-ville de Montréal. Sans plus tarder, je vous présente les deux candidats du débat de ce soir. Leurs places ont été assignées à la suite d'un tirage au sort. Tout d'abord, M. Denis Coderre, le maire sortant et chef d'équipe Denis Coderre pour Montréal. Bonsoir. Et la conseillère de Ville-Marie, district Sainte-Marie et chef de projet Montréal, équipe Valérie Plante, Madame Valérie Plante. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de débattre avec nous et avec le public, évidemment, à mi-chemin d'une campagne électorale qui, jusqu'ici, a été respectueuse. Nous vous souhaitons un très bon débat tout aussi respectueux. Le débat durera 1 heure et il abordera les 4 thèmes suivants. Vivre à Montréal, réussir à Montréal, gouverner Montréal et bien sûr se déplacer à Montréal. Pour chacun des thèmes, 2 questions seront posées. Les candidats seront invités à répondre en 45 secondes à chaque question et ils pourront ensuite débattre pendant 3 minutes. Au total, il y aura donc 8 questions, autant de débats. Les 2 candidats auront aussi la chance de s'adresser aux électeurs lors de leur déclaration d'ouverture et de fermeture. Ils auront chaque fois 2 minutes pour le faire. Une précision, les ordres de prise de parole des 2 candidats ont été déterminés par un tirage au sort réalisé en présence des représentants des 2 partis. Sachez aussi que pour la portion débat, la durée des prises de parole de chacun des 2 candidats sera chronométrée individuellement afin que chacun ait un temps de parole équitable. Je me réserve ainsi le droit d'intervenir et de donner la parole à un candidat si, globalement, il a eu moins de temps pour s'exprimer ce soir. Madame, Monsieur, bon débat à vous. Merci. Pour débuter la soirée, j'invite Madame Valérie Plante, chef de projet Montréal, l'équipe Valérie Plante, à prononcer son discours d'ouverture. Madame Plante, vous avez 2 minutes, à vous l'honneur. Merci beaucoup, Monsieur Cardinal. Bonsoir à toutes et à tous. Permettez-moi d'abord de prendre quelques instants pour vous dire à quel point je suis troublée par la récente vague d'allégations d'agression qui secoue Montréal. Collectivement, nous devons dire « ça suffit ». J'ai la chance ce soir de m'adresser à des leaders de la communauté montréalaise. À ce sujet, mon message pour eux est qu'ils doivent prendre le leadership de créer des milieux de vie et de travail sécuritaires pour toutes et tous. On ne peut pas être passif. Les leaders d'entreprise doivent agir, les leaders du milieu culturel doivent agir, les leaders politiques doivent agir. Revenons maintenant au débat de ce soir. Au cours de ma campagne électorale à la mairie, j'ai volontairement décidé de susciter des débats et de lancer des idées de façon à trouver des solutions aux problèmes des Montréalais. J'ai lancé des propositions audacieuses avec la ligne rose, des propositions concrètes pour réduire la congestion et pour accroître l'offre d'habitation familiale. J'ai lancé ces propositions parce que je veux qu'on regarde vers l'avenir. C'est pas vrai qu'on doit se contenter de regarder vers le passé pour se comparer à une des périodes les plus sombres de Montréal. On doit se comparer aux grandes métropoles du monde qui innovent, qui performent et qui avancent, telles que Paris qui est en train de construire 200 km de nouvelles lignes de métro. Et pour faire mieux, on doit sortir des sentiers battus et proposer de nouvelles idées. Parce que c'est en s'intéressant aux problèmes des gens qu'on va leur donner le goût de s'impliquer et de voter. Quand je vois le taux de participation à 40 % je me dis qu'on a échoué quelque part. Échoué à parler des enjeux qui touchent le plus les Montréalais. Je vous propose pas une recette miracle, je vous propose de faire des façons différemment avec des idées nouvelles. J'espère que les gens qui nous regardent auront l'occasion d'entendre un débat qui les inspirera et qui leur donneront envie d'aller voter. Vous avez votre mot à dire dans l'avenir de votre ville et avec Projet Montréal, votre voix sera entendue. C'est votre ville, c'est votre choix. Merci. Merci, Mme Plante. C'est maintenant au tour de M. Denis Coderre, maire de Montréal et chef d'équipe Denis Coderre pour Montréal, à présenter son discours d'ouverture. Merci, M. Cardinal. Dans un premier temps, je veux dire que nous sommes sur un territoire autochtone traditionnel non cédé Mohawk. Je me veux aussi solidaire des propos de Mme Plante. Je pense qu'on devra offrir ce débat et avoir une pensée pour les victimes, femmes ou hommes, et nous avons tous et toutes une responsabilité. Je suis tout à fait d'accord et solidaire avec cela, et je la remercie d'en avoir parlé. Chers amis, imaginez-vous Montréal il y a 4 ans, et regardez Montréal aujourd'hui. Intégrité retrouvée, fierté retrouvée, paix syndicale, ville universitaire numéro 1,
un leadership économique, social, durable, digne des grandes métropoles. Une métropole pertinente, percutante, solidaire et surtout incontournable. Un positionnement admirable tant sur le plan québécois, canadien qu'international. Nous avons un bilan, nous avons un plan, nous avons surtout une équipe chevronnée, une véritable coalition arc-en-ciel, connue, expérimentée, enthousiaste, qui est représentative de Montréal. Aujourd'hui, on va vous proposer 3 concepts. Premièrement, évidemment, on est en mode réalisation. On a mis sur la table le temps de projet, on en a fait beaucoup, mais on doit continuer cette réalisation. Deuxièmement, il y a toute la question de la loi sur la métropole. À cause justement de notre grande force, maintenant, on parle de gouvernement de proximité, donc nous sommes dans une période de transition. Et dernier point, évidemment, transformation, avec le réseau électrique métropolitain, avec la ligne bleue, avec tous les chantiers qu'on met déjà de l'avant. Je pense qu'on peut dire qu'on va être une métropole digne de ce nom, mais qu'ensemble, il faut avant tout continuer le travail. Alors, merci et je souhaite un bon débat à Mme Plante. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Coderre. Passons, sans plus tarder, au premier thème de la soirée, vivre à Montréal. Commençons par les jeunes familles, si vous le voulez bien. La métropole, vous le savez, est reconnue pour son caractère cosmopolite, sa qualité de vie, sa montagne, son fleuve aussi, mais ça ne l'empêche pas d'avoir certaines difficultés à retenir et à intégrer certains de ses citoyens. La preuve, c'est que chaque année, il y a plus de gens qui quittent Montréal que de gens qui décident de s'y installer. La situation est telle que tout récemment, la population de la banlieue a dépassé celle de l'île de Montréal. Vous le savez, ce qui est inquiétant pour le dynamisme de la métropole, c'est que la pire saignée concerne les jeunes familles. Imaginez, environ 40 des couples, quand ils ont un premier enfant, quittent la ville pour la banlieue. Je vous pose donc la question, pourquoi, selon vous, les jeunes familles tournent le dos à Montréal en aussi grand nombre à chaque année et qu'est-ce que vous comptez faire pour empêcher que ça se poursuive? Je commence avec vous, Mme Plante, vous avez 45 secondes. Merci beaucoup, M. Cardinal. Vous avez raison. Entre 2010 et 2016, c'est près de 30 000 enfants avec leurs parents qui ont quitté l'île de Montréal pour aller s'établir en banlieue. Donc oui, il y a un problème et il faut le freiner. Ce que nous proposons à Projet Montréal, c'est vraiment de bonifier l'offre d'habitation parce qu'on le sait, c'est souvent à l'arrivée du deuxième enfant que les Montréal quittent. Ils s'en vont ailleurs parce qu'ils ne sont pas capables de trouver chaussures à leurs pieds, un logement suffisamment grand et aussi un prix abordable. Alors, c'est pour ça que notre engagement en campagne électorale, c'est de garantir que dans les grands projets immobiliers, 20 des logements seront de grande taille. Ça veut dire 3 chambres et plus, pas juste 2 chambres. 3 chambres et plus, qui en plus touchent une réalité. La 3e chambre, souvent, ou même la 4e, elle aide le travailleur autonome parce que c'est une réalité de plus en plus présente, si je peux dire, ici à Montréal. Alors, l'habitation, ce sera le fer de lance pour garder les familles à Montréal. Merci, Mme Plante. M. Coderre, à vous la parole. OK. Dans un premier temps, je dirais que quand même, la population de Montréal a augmenté de 3,3 %. Puis la question n'est pas de mettre la banlieue versus Montréal. Nous sommes une grande région métropolitaine et on doit travailler en conséquence. Ceci étant, c'est sûr que toutes les questions d'accès à la propriété, de s'assurer qu'on puisse avoir du logement abordable, du logement social, du logement étudiant, et ça, on va pouvoir le faire avec la loi sur les métropoles maintenant, parce que pour une première, on va rapatrier l'ensemble des pouvoirs et des budgets en matière d'habitation. Ça ne nous a pas empêché de travailler entre-temps. Vous avez le Montreal Children, par exemple, qui est un projet phare, parce qu'on doit parler aussi de comment on va récupérer les immeubles excédentaires. Et à l'intérieur de cela, il va y avoir déjà, on est en train de négocier un tour de 20 étages où on va avoir de la famille là-dedans. Donc, c'est l'accès à la propriété, mais déjà avec Russell Copeman, on a travaillé en ce sens. Merci, M. Coderre. Mme Plante, je vous laisse entamer le débat. Bien, écoutez, parlons-en de l'hôpital pour enfants parce que j'aimerais rappeler à l'audience que ça devait être le projet phare, la carte de visite pour l'administration Coderre pour montrer sa volonté d'avoir du logement pour les familles. Mais sur 1200 unités qui seront construites, seulement 3 % auront 3 chambres et plus. Alors moi, je pense qu'ici, on voit qu'on n'a pas réussi à livrer la marchandise et le statut de métropole ne doit pas servir d'excuse pour ce qui n'a pas été fait auparavant, puisque d'autres arrondissements ont réussi à faire du logement famille en négociant et en travaillant avec les promoteurs. Alors, je pense qu'à ce niveau-là, il va falloir que le maire sortant s'explique pourquoi seulement un 3 % alors qu'on aurait dû faire beaucoup mieux et qu'on s'attendait à tellement plus. Je pense qu'au contraire, on a réussi.
c'est que non seulement on a eu de la consultation, on a travaillé en termes de négociation, mais en plus, on a pu obtenir non seulement la tour de 20 étages en termes de logement familial, mais on parle aussi de mixité sociale. On doit aussi créer des milieux de vie. Quand on veut parler de famille, c'est pas juste d'avoir un appartement ou un logement, là. Il faut que vous ayez des milieux de vie, il faut qu'il y ait des espaces verts. Donc, avec Richard Bergeron, ce qu'on a mis sur pied dans ce projet-là, parce qu'il est conseiller de Saint-Jacques également, bon, on s'est assuré justement de travailler avec le promoteur. Il y a des négociations qui se font, mais entre-temps, on a eu l'Office de consultation publique de Montréal qui a eu justement ces consultations et nous sommes arrivés à des ententes et à 95 des recommandations que la population souhaitait, on l'a mis de l'avant. Donc, pour nous, c'est important. Vous parlez beaucoup d'espace de vie, alors je trouve ça pertinent parce qu'encore une fois, comme c'était votre carte de visite, le Children, on va y revenir. Pour moi, de garder les familles à Montréal, ça signifie également de pouvoir leur garantir des écoles, des parcs et des espaces verts. Et encore une fois, dans le Children, malgré les recommandations de l'OCPM qui disaient qu'il fallait on devrait enlever une tour pour pouvoir faire un grand parc, comme les gens de Peter McGill le demandaient, on a complètement ignoré cette recommandation-là. Alors pour moi, il faut de l'habitation, il faut un espace de vie, il faut des écoles et bien sûr, il faut de la mobilité, il faut une façon de pouvoir se déplacer. C'est ce que les Montréalais et c'est ce que les familles souhaitent avoir. Et j'aimerais rappeler que dans notre plateforme, nous prônons la gratuité pour les enfants parce que pour une famille de 4, 2 adultes qui payent leur carte d'autobus plus 2 enfants, c'est extrêmement cher. Alors, il y a un ensemble de mesures qui doivent être mises de l'avant et c'est vraiment dans cet esprit-là. On doit le voir de façon globale et c'est bien là-dessus que Projet Montréal, on est très fort parce qu'on veut pouvoir voir pas par morceaux. La gestion à la pièce, ça ne nous intéresse pas. En tout respect, quand on veut parler de gratuité, il va falloir que vous veniez me voir parce que je suis membre de l'Agence régionale des transports métropolitaines. Là, ça se fait à ce niveau-là, la planification. Mais ce qu'on a fait, ce qu'on a utilisé, moi, je suis d'accord qu'il y ait plus d'écoles. Donnez-nous la possibilité de le faire. Si les commissions scolaires ne sont pas capables de livrer la marchandise, la Ville de Montréal est capable de gérer les immeubles, tant sur le plan culturel que sur le plan scolaire. Mais ce qui est aussi important, c'est qu'un maire, il ne suffit pas juste d'être maire. Il faut aussi qu'il y ait des relations. Donc, on négocie présentement directement avec le ministre de l'Éducation, Sébastien Proulx, en ce sens. Donc, on a la capacité de le faire. Merci, M. Coderre. C'est tout le temps qu'on avait. Je vous rappelle que dans la période de débat, vous pouvez vous interrompre tout en étant aussi courtois que vous l'avez été dans les dernières minutes. Passons maintenant à un sujet qui a fait les manchettes cette semaine, un sujet plus controversé peut-être, l'immigration, la laïcité. On le disait, il y a des difficultés à retenir certains citoyens sur l'île de Montréal, mais il y a aussi des difficultés à en intégrer d'autres. L'adoption cette semaine du projet de loi 62 sur la neutralité religieuse de l'État le prouve à sa manière. Montréal, on le sait bien, c'est la principale région où s'installent les immigrants au Québec, mais c'est aussi la ville d'Amérique du Nord où les immigrants sont les moins bien intégrés au marché du travail. Il faudra maintenant ajouter à cette difficulté-là un autre défi, si on veut, avec la loi sur la neutralité religieuse, étant donné que des employés municipaux devront appliquer les nouvelles règles. Ça veut dire concrètement qu'un chauffeur d'autobus devra se demander si une femme voilée peut entrer ou non dans son véhicule, ou encore qu'un guichetier du métro devra se demander s'il peut laisser passer une femme portant le niqab. Vous êtes tous deux critiques du projet de loi 62 adopté cette semaine parce que vous craignez que ça nuise aux efforts d'intégration. Ma question: quelle directive allez-vous donner aux employés de la STM, des bibliothèques ou tous ceux qui doivent donner des services municipaux qui vont devoir appliquer concrètement le projet de loi 62? Et plus largement, comment comptez-vous mieux intégrer les immigrants? La parole est à vous, M. Coderre. Depuis le début, M. Cardinal, même à l'époque de la Charte des valeurs, j'étais contre. Alors, je n'ai pas balbutié là-dessus. Dès le début, ça n'a pas d'allure. Qu'on ait des employés à visage découvert, je veux bien, mais d'un côté, on vient donner l'autonomie au gouvernement de proximité, puis on leur dit comment engager. Ceci étant, on est d'accord avec le principe du visage découvert. Mais là, quand on commence à rentrer dans le service reçu, là, j'ai un problème avec ça. Je ne veux pas mettre une pression indue sur nos employés de la Ville pour qu'ils deviennent des polices du niqab ou de la burqa. Est-ce que ça veut dire qu'on va créer aussi des situations assez tendues si, par exemple, par compassion, puis c'est correct qu'on laisse rentrer
une femme avec ses enfants parce qu'il fait moins 25 puis qu'elle a un niqab et que vous avez quelqu'un à côté qui dit « Ah, oublie pas la loi », puis là, ça peut créer toutes sortes de chicanes. Alors moi, je pense qu'il est important oui, on doit respecter la loi, mais il faut travailler. Ça ne veut pas dire que c'est applicable, cette loi-là. Puis on va continuer à parler avec la ministre Vallée. Merci, M. Coderre. Mme Plante, je vous pose la même question. Oui, tout à fait, merci. Alors, bien sûr, pas question de bafouer les droits des Montréalais et la loi actuelle, c'est ce qu'elle fait. Et donc, il ne sera pas question... Tous les Montréalais ont droit d'avoir des services et c'est ce qu'on va aller défendre à Québec dans les prochains mois parce que ça ne s'applique absolument pas à la réalité de Montréal. Et pour la question plus large, à savoir comment favoriser l'intégration, bien justement, moi, je vais parler de la mobilité parce qu'on sait que la clé du développement économique, mais aussi la façon d'accéder à un emploi, souvent, c'est par la mobilité. La capacité qu'on a à pouvoir se déplacer d'un endroit à l'autre. Et j'aimerais également mettre rapidement une emphase sur les lieux où on fait du maillage. L'importance à Montréal de financer, de soutenir les endroits comme les bibliothèques, les maisons de la culture, qui font de la médiation culturelle et qui soutiennent l'intégration et les lieux de partage, travailler ensemble plutôt que sur nos différences. Merci, Mme Plante. J'ai un peu de difficulté avec votre question depuis le début parce qu'il semble que le mot « intégration », on le sert à plusieurs sauces. Le problème d'intégration, ce n'est pas compliqué, c'est une question d'emploi. On doit s'assurer que les nouveaux arrivants puissent travailler dans leur domaine. Donc, déjà, on a discuté avec le premier ministre Couillard, il travaille avec les corporations professionnelles pour s'assurer qu'on puisse avoir la reconnaissance des titres. Alors, si on avait cette reconnaissance des titres, avec le taux de chômage qu'on a actuellement, on aurait le plein emploi. On a déjà des mesures extraordinaires au niveau des bibliothèques, au niveau de l'intégration. On a créé le bureau d'intégration des nouveaux arrivants parce qu'il vient 100 nouveaux arrivants par jour à Montréal. Et si on prend les permis temporaires, c'est 180 de plus. Donc, tant au niveau de la localisation, parce qu'ils ont besoin d'un logement, que la question de l'emploi, on doit le faire. Et dernier point, avec la Chambre de commerce, si vous permettez que le dernier point, avec la Chambre de commerce, il y a un programme d'employabilité et de parrainage. On le fait aussi au niveau de la Ville de Montréal. Et c'est comme ça qu'on fait l'intégration, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain, l'intégration. Je vous permets d'intervenir n'importe quand. Non, en fait, je croyais que vous aviez une question de relance à nous faire. Le débat sur les 3 minutes que vous avez pour parler librement. Ben oui, en fait, je pense que, comme je le disais tout à l'heure, je vais pouvoir approfondir davantage. Mais justement, pour que les nouveaux arrivants, ceux et celles qui choisissent Montréal comme terre d'accueil, encore une fois, il faut pouvoir leur garantir de pouvoir se loger convenablement, puis de s'installer dans un quartier où est-ce qu'ils vont pouvoir communiquer, partager les valeurs tout autour d'eux. Et ça, c'est un thème qui m'est très cher, c'est la question de la mixité économique, sociale et culturelle. Et Montréal, on est une des seules villes, si on se compare à Toronto ou Vancouver, où on a cette belle mixité économique et sociale à travers pas mal tous les arrondissements. Mais pour le conserver, pour s'assurer de ne pas créer des zones homogènes, il faut pouvoir financer au niveau de faire être partie prenante du développement de l'habitation et encore une fois, du transport. C'est ce qui est la clé du développement et je ne cesserai pas de le répéter, le développement économique et l'intégration pour accéder à un emploi, de la mobilité. Je trouve triste, Mme Plante, qu'aujourd'hui... La question par rapport au projet de loi 62, comment est-ce que vous comptez appliquer les directives? Ah, bien, nous, on n'attendra pas dans plusieurs mois, là. C'est-à-dire qu'on a déjà fait des représentations. On a parlé aux différents ministres. Et vous avez même le ministre Gaétan Barrette qui dit, bien, je ne sais pas comment vraiment qu'on va l'appliquer au niveau des mesures de santé, là. Donc, c'est sûr que c'est un travail continu. Il y a un principe au niveau de la loi, puis j'ai été législateur moi-même, c'est au niveau de la capacité d'avoir une loi applicable. Donc, on doit continuer à travailler puis démontrer à quel point que ce n'est pas possible. Mais pour ça, on a besoin de l'expérience, des connaissances pour pouvoir non seulement faire des représentations à Québec, mais de comprendre comment fonctionne l'immigration. M. Cardinal, j'aimerais terminer en disant, en fait, c'est que cette loi-là ne s'applique juste pas à Montréal. C'est déconnecté de notre réalité et il n'est pas question de bafouer les droits des Montréalais et des Montréalaises quand il est question d'avoir accès aux services dans la sphère publique, des services de la Ville. Alors, ultimement, c'est de ça... Est-ce que vous avez changé d'idée, Mme Plante? Parce que vous avez changé d'idée en 5 heures. Vous avez dit, on va voir ce qui se passe du côté de Québec. Puis 5 heures plus tard, vous avez dit non, c'est inacceptable. Y a-t-il un téléphone? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, M. Coderre, si vous saviez... Je n'ai pas de compte à vous rendre à vous, mais je peux dire à la population que j'ai eu la chance. J'étais heureuse d'avoir la chance de pouvoir clarifier mes propos, surtout en anglais. En français, ça avait été mieux compris, mais en anglais, je suis contente d'avoir eu l'occasion de pouvoir clarifier parce que, contrairement à mon adversaire, la transparence et l'ouverture font partie de mes qualités. Alors, je n'ai pas de problème à clarifier ma pensée. Madame Plante, merci. OK.
C'est ce qui conclut la période d'échange. Merci à vous deux. Je sens qu'à chaque thème, C'est respectueux. le respect va être toujours aussi grand. C'est juste une question. Nous passons maintenant au deuxième thème de la soirée, Gouverner Montréal. Commençons par un sujet peut-être épineux, les relations entre la ville-centre et les arrondissements. En plus d'être maire de Montréal, la personne qui sera élue le 5 novembre prochain sera aussi maire de l'arrondissement de Ville-Marie et président de la communauté métropolitaine de Montréal. C'est évidemment beaucoup de pouvoir pour une seule personne. Et c'est donc important de comprendre comment vous comptez utiliser ces pouvoirs et comment vous comptez gouverner une métropole qu'on dit souvent ingouvernable. Vous le savez, dans les dernières années, l'île de Montréal a connu les fusions municipales, il y a eu les défusions par la suite, et il y a aussi eu la décentralisation. Ça crée des chicanes, non plus entre les villes et les villes de l'île, mais entre la ville-centre et les arrondissements. On a juste à penser au déneigement ou encore aux accrochages entre le maire de Montréal et le maire du plateau Mont-Royal. Ma question, si on veut réduire ces tensions, la solution est-elle d'accorder plus de pouvoir aux arrondissements ou au contraire d'en donner plus à la ville-centre? Monsieur Coderre, c'est vous qui répondez. Il ne faudrait pas qu'on pense que la définition de l'arrondissement, c'est comment le plateau pense. Hein? Il y a un problème, là. Moi, j'ai regardé des gens de Pierrefonds, des gens de Verdun, moi, de Mercier, Hochelaga. Dans Ville-Marie, ça va très, très bien. Il faut faire une distinction entre, un, le respect, la capacité de payer des gens, puis deuxièmement, d'avoir droit à des services. Quant au niveau du déneigement, comme dirait Guillaume Lepage, on déneigeait à chaque année bissextile et que vous aviez le contrôleur général qui lui-même disait qu'il y a un problème, bien, il faut qu'on harmonise. Ça ne veut pas dire centraliser, ça. Ça veut dire harmoniser et de respecter la capacité de payer. Quand on parle de mesures d'efficience, on veut s'assurer qu'il y ait des services de proximité, mais en même temps qu'on puisse faire les choses correctement, qu'on enlève la neige tout le monde en même temps. Je pense que c'est correct. Et puis, on a prouvé que ça fonctionne. Puis je remercie Annie Sanson pour son extraordinaire travail, qui a été voté à l'unanimité en passant. Et je vous remercie à mon tour, M. Coderre. Madame Plante, à votre tour. L'idée de rassembler certaines ressources pour maximiser le travail en soi, ça, c'est une bonne idée. Le problème, c'est que moi, j'ai un problème avec l'approche idéologique des 4 dernières années, cette façon dont on a de rassembler tous les problèmes à la ville-centre à un point tel que le citoyen se rend très loin de ses services. Et c'est pour ça qu'on choisit nos élus en arrondissement, pour avoir cette proximité. Nous sommes un gouvernement de proximité. Alors ça, entre autres, ça se passe par les arrondissements. Maintenant, non seulement on rajoute de la bureaucratie, c'est encore plus compliqué, mais en plus, on coupe les jambes, on coupe les vivres aux arrondissements qui, je le rappelle, sont près de leurs citoyens. Alors, pour moi, ici, ça aurait été fait avec beaucoup de communication, avec une plus grande ouverture, les choses se seraient mieux passées. Mais encore une fois, la formule idéologique ne fonctionne tout simplement pas. Merci, Mme Plante. Monsieur Dair, si vous avez... Vous avez le choix entre être dogmatique puis vous organiser pour que ça marche. Alors, la réalité, là, c'est qu'avec cette réforme de financement des arrondissements, ils ont eu des surplus de 200 millions de dollars. Ils n'ont pas perdu d'argent, ils ont augmenté. On a augmenté de 274 les investissements des infrastructures. On s'est assuré, même dans certains cas, de sauver de l'argent parce qu'on prenait sur nous, justement, l'administration de certains programmes. Et parce qu'on fait cela, ça permet justement aux arrondissements d'en avoir plus et plus de capacité. Puis on a même dit dans la réforme, parce qu'avant, imaginez-vous, on fonctionnait par budget historique. Là, pour une fois, on a de l'étalonnage, le benchmark. Ce qu'on mesure, on est capable de le contrôler, on est capable de montrer c'est quoi les mesures d'efficience. Ça nous a permis justement de se dire, si vous avez besoin d'une bibliothèque supplémentaire, on est capable d'investir davantage dans les avoir des services parce que maintenant, ils doivent parler à leur arrondissement et l'arrondissement doit appeler la ville-centre. Auparavant, je vous donne un exemple très concret. Quand il y avait une intersection qui était problématique, on appelait nos conseillers locaux, on avait des discussions avec eux et on pouvait trouver des solutions rapides. Pour des questions de sécurité, c'est important. Alors que maintenant, il faut plus de bureaucratie, il faut demander une permission. Et puis finalement, la demande en arrondissement se retrouve sur une pile de priorités à la ville-centre. Ce n'est pas ça, un gouvernement de proximité. Plante, peut-être parce qu'il y a encore un fax au plateau. Mais on est capable de se parler, là. Je sais, regardez, là. Bien, c'est pas ce que les maires des autres arrondissements votre ami Ferrandez, là, la table des maires n'a même pas fonctionné, M. Coderre. Vous avez dû l'abandonner parce que personne ne voulait y participer. Non, on est capable de se parler. D'ailleurs, la preuve, c'est que vous avez des résultats. Mais qu'est-ce que je vous dis? On n'est pas pour commencer à se dire que la définition d'un arrondissement, c'est comment votre ami Luc Ferrandez pense, là. Alors, il est capable d'avoir... Si vous voulez être le maire du plateau Mont-Royal, bien vous faire quitter la course à la mairie et devenir des maires du plateau Mont-Royal. Il n'y a pas de problème.
C'est parce que je ne le vois pas souvent à vos côtés. Je me demande ce que vous faites avec. Mais Je pense pas que les gens sont venus question écouter un d'administration. débat sur Non, mais cette question. c'est parce que c'est sérieux, là. Quand on parle d'arrondissement, c'est la même poche qui Bien, paye. soyez sérieux. Et quand on travaille, des quand on comparaisons met qui de ne tiennent l'avant, pas. et quand on a mis de l'avant l'ensemble de ces mesures, M. Cardinal, on s'est assuré justement qu'on n'a pas été obligé d'augmenter les taxes pas plus haut que le taux d'inflation. On a non seulement été capable de jouer notre rôle, mais on a augmenté notre code de crédit de A+ à double A-. Cardinal, Ça moi, doit vouloir j'aimerais dire ça quelque qu'on chose. demande aux citoyens s'ils sont satisfaits quand ils appellent le 3-1 parce qu'ils ont un problème. J'aimerais ça qu'on demande aux citoyens s'ils sont satisfaits quand il faut qu'ils demandent pour changer une poubelle dans un parc, s'il faut qu'ils demandent à laver le centre. C'est là le problème, c'est la proximité. Je pense que le maire sortant s'est éloigné, encore une fois, à cause d'une position idéologique, de vouloir ramener les pouvoirs. On éloigne le citoyen qui paye des taxes. Nous sommes très imposés à Montréal et tout le monde nous dit en général, vous savez quoi, on est correct avec les taxes du moment qu'on reçoit des services de proximité. On a des services, mais ce que je dois terminer en disant tout simplement que le 3-1, on est en train de le changer parce qu'on s'est donné des marges de manœuvre pour répondre aux besoins des arrondissements. Je vais terminer la période d'échange tout de suite. Vous m'excuserez. J'invite d'ailleurs le public à modérer ses enthousiasmes. Vous avez aussi été respectueux jusqu'ici. Continuons dans le bon sens. Parlons maintenant de la gestion des fonds publics, si vous le voulez bien. Il a été question cette semaine des possibilités que Montréal accueille à nouveau du baseball professionnel, à condition, bien sûr, qu'on construise un stade au centre-ville. Or, on n'a qu'à regarder ce qui se passe à Calgary avec les Flames et la pression qu'ils mettent sur le maire pour comprendre que l'idée de dépenser de l'argent public pour attirer une équipe de sport est controversée pour le moins. Et c'est sans parler, évidemment, du risque qu'une équipe ne suive pas. Pensons à une certaine ville pas si loin d'ici. Ma question, étant donné qu'il y a une bonne chance que vous soyez obligé de répondre à cet enjeu rapidement dans le prochain mandat, êtes-vous capable de nous dire ce soir si vous êtes personnellement pour ou contre l'idée d'investir directement de l'argent public dans la construction d'un stade de baseball? Madame Plante, je vous donne la parole. Merci beaucoup, M. Cardinal. Nous le disons depuis le début, Projet Montréal, l'idée d'avoir une équipe professionnelle de baseball ou tout autre est intéressante, mais de ne pas demander aux Montréalais s'ils sont d'accord ou non qu'on utilise l'argent de leurs taxes, sachant très bien sur les exemples que vous avez dit que ça le fait même augmenter les taxes dans d'autres villes qui ont utilisé l'argent des contribuables, c'est non. Alors nous, personnellement, moi, je vois l'intérêt d'utiliser 1 milliard de dollars ou en tout cas de pouvoir dépenser l'argent différemment à Montréal parce que les besoins sont tellement importants. Ceci étant dit, depuis le début, je le dis, je demanderai aux Montréalais si eux, ils sont d'accord que j'utilise leurs taxes. Pas question de négocier des portes closes. Les Montréalais veulent de la transparence. Ils en ont assez de se faire entrer des projets dans la gorge pour lesquels ils ont payé, qu'ils payent encore. Merci, Mme Plante. À vous, M. Coderre. La façon dont ça fonctionne, contrairement au hockey, c'est qu'on n'a pas besoin de bâtir avant. Déjà là, on sauve pas mal. Deuxièmement, bien, il y a bien des choses qui vont arriver entre-temps. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas dire que ça va arriver dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. Et puis, il faut se garder une stratégie. Puis, il faut surtout être respectueux de la Ligue de baseball majeure. Puis, ça fait 5 ans qu'on travaille d'arrache-pied. Puis, vous avez la Chambre de commerce également qui a joué un rôle en ce sens. Alors, on se dit la chose suivante. Tant et aussi longtemps que Tampa Bay n'est pas réglé et les Aces d'Oakland, ça va faire la différence entre un déménagement et puis peut-être une expansion. Ce que je trouve exceptionnel, c'est que Montréal fait partie des grands et est pris au sérieux. Entre-temps, bien, ce qu'on a fait, c'est qu'on a investi de l'argent public, 32 millions de dollars, auxquels vous avez voté contre, Mme Plante, pour qu'on puisse faire des activités sportives pour les jeunes. Alors, éventuellement, je n'ai pas de problème, il va y avoir de la consultation, on va se parler, mais il y a plusieurs modes de financement. Vous avez même M. François Legault qui a dit qu'il était prêt à mettre de l'argent. M. Coderre, je vous arrête. De toute façon, vous allez avoir une période pour débattre. Mme Plante, à vous de réagir en premier. Je remarque que ni l'un ni l'autre, vous avez dit si vous seriez pour ou contre. La question pourrait se poser très rapidement dans un mandat. On l'a vu, c'était la nouvelle cette semaine. Mme Plante, à vous. Bien, j'avais l'impression d'avoir été claire, contrairement au maire sortant, parce que, M. Coderre, moi, ce que je dis, c'est que personnellement, ce n'est pas le premier choix d'investissement que je ferais, c'est clair. Mais moi, je vais demander la permission aux Montréalais. C'est ça la différence. Et quand j'entends M. Coderre dire qu'il faut être respectueux de la Ligue de baseball, bien moi, je veux être respectueuse du portefeuille des Montréalais. Les besoins sont grands, il y a beaucoup de choix à faire. Alors, s'il y a des pourparlers pour une équipe de baseball, je demanderai aux Montréalais s'ils sont d'accord qu'on utilise leurs taxes. Si vous me demandez personnellement, moi, Valérie Plante,
Et future mairesse, je ne vais pas mettre d'obstacle, mais c'est vrai que je dépenserai l'argent différemment. L'argent des Montréalais, c'est de ça qu'on parle. S'il y a un montage financier autre, là, on parle d'autre chose. Mais d'impliquer l'argent des Montréalais, je vais leur poser la question. Parce qu'avant, M. Cardinal, il faut savoir de quoi on parle. Quand on parle d'un plan financier, puis on dit qu'est-ce que ça veut dire, en réalité, ça peut être 100 millions, ça peut être 200, ça peut être plus. Il y a toute la question du stade olympique. On a, par exemple, une capacité que, si on a une nouvelle équipe, de jouer entre-temps au stade olympique. On ne peut pas arriver comme ça puis dire, bon, bien, ça va coûter tant, quand, avec la technologie et les nouvelles réalités, ça peut coûter moins. Et deuxièmement, il y a d'autres méthodes de financement. Vous avez vu au niveau de la MLS à Orlando, puis Dominique Terrien, qui est un expert au niveau des immigrants, a fait en sorte qu'on puisse, par exemple, avec les immigrants investisseurs, prendre de ces fonds-là, puis au lieu de mettre ça dans un compte trust, vous mettez ça dans les infrastructures. Alors, moi, là, je ne ferai pas de stratégie ouverte, parce qu'on n'est pas pour manquer notre coût. Et actuellement, les choses vont bien, mais on ne nous a rien demandé pour l'instant en termes de financement. C'est évident que le maire refuse de répondre à la question. Je pense que c'est évident. La question était simple. Êtes-vous prêt ou non à investir l'argent des contribuables dans un stade de baseball? Pourquoi vous ne voulez pas répondre? Non, mais vous avez dit au centre Jean-Claude Malépas, vous étiez d'accord avec le retour des expos, puis vous votez contre la politique de baseball. Moi, je veux juste être cohérent dans l'approche. La question est simple et vous refusez de répondre. C'est de ça dont il va y avoir une association. Plein de parallèles, mais ce n'est pas de ça dont il est parce qu'en matière financière, je pense que M. Cardinal a été très clair. En matière financière, Mme Plante, c'est qu'avant de commencer à mettre la charrue devant les bœufs, il faut regarder qu'est-ce que... Ce n'est pas la charrue avant les bœufs quand vous avez déjà un dessin de ce stade. Vous avez déjà fait un stade. S'il vous plaît. Il faut s'assurer qu'on regarde c'est quoi les demandes précises puis les montants précis. Vous avez aussi la question des droits de télévision. Vous avez aussi le fait qu'il y a des investisseurs qui vont aussi vouloir investir dans une infrastructure. Il y a des façons d'investir dans un stade. Il y a aussi tous les services qui s'y rattachent. Donc, écoutez, soyez patients. On verra ce qui va arriver. Puis en temps et lieu, c'est sûr que si on a à avoir une équipe de baseball, la Ville de Montréal sera présente, puis on va travailler tous ensemble pour assurer que ce soit un succès. Un dernier mot, Mme Plante? Bien, que clairement, le maire refuse de répondre et que de dire qu'il faut attendre et attendre. Il y a déjà des esquisses qui ont été faites pour le stade de baseball au centre-ville. Il y a déjà des études qui ont été faites dans le passé. Je pense que c'est de prendre les Montréalais pour des idiots que de penser qu'ils ne voient pas clair dans ce manque de transparence qui est vraiment évident. Merci, Mme Plante. Merci, M. Coderre. Ceci met fin à la période d'échange de ce deuxième thème. Nous passons maintenant au troisième thème de la soirée, réussir à Montréal. Parlons d'abord des petits commerces. Réussir à Montréal, c'est évidemment l'objectif de bien du monde, de bien des entreprises, mais aussi des petits commerçants qui font la ville. C'est important pour Montréal que tout ce beau monde réussisse, que les entreprises fleurissent, que le secteur manufacturier aille bien lui aussi, que les artères commerciales soient en bonne santé. Alors justement, ce n'est pas toujours facile d'être un commerçant à Montréal. Il y a juste à se promener sur les rues Sainte-Catherine-Ouest ces jours-ci pour le voir, alors qu'il y a un gros chantier qui se prépare, on le sait. J'ai compté pas moins de 60 locaux vides sur la rue commerciale la plus importante de Montréal. Et pendant ce temps-là, vous le savez, Carrefour Laval, les 10-30 sont plus populaires que jamais, ce qui incite certains commerçants de Montréal à se demander s'il ne serait pas mieux à Laval ou à Brossard, une question qui se pose depuis longtemps. Je vous pose la question directement. Si vous aviez devant vous un commerçant qui vous disait qu'il est exaspéré par les travaux, la congestion et les taxes et qu'il songeait à s'installer en banlieue d'ici 4 ans, qu'est-ce que vous lui diriez, Mme Plante? Vous avez 45 secondes. Merci beaucoup, M. Cardinal. Bien, je vais lui dire qu'il a raison d'être exaspéré parce que le modèle de taxation actuellement est injuste. Et s'il y a une chose qu'on a échoué à aller chercher dans le statut de métropole, que M. Coderre est allé négocier à Québec, c'est bien d'avoir plus de flexibilité au niveau de la taxation des commerçants. Tant et aussi longtemps que 70 des revenus de la Ville de Montréal seront sur l'impôt foncier, la taxe foncière, les petits commerçants n'arriveront pas à garder leur business ouverte longtemps. Ils sont très fragiles et dès qu'on met des travaux, quand il y a un chantier de construction et qu'on ne peut pas les aider en plus,
Ils suffoquent carrément et on voit plein d'artères commerciales pour qui c'est le cas. Alors nous, de notre côté, ce qu'on s'engage à faire, bien sûr, c'est des mesures très simples, comme réduire la bureaucratie, de donner des mesures fiscales en cas de travaux, Madame Plante, et je continuerai tout à l'heure. Vous avez le temps de continuer tout à l'heure. Monsieur Coderre, je vous pose la même question. Bien, écoutez, Qu'est-ce vous que savez qu'il y a eu diriez un aux statut de commerçants? métropole, mais il y a eu 3 projets de loi qui ont passé au niveau de l'autonomie municipale. Alors, il y a 121, là, mais si on avait regardé 122, là, à l'intérieur de ça, là, il y a des crédits de taxes. Donc, deuxièmement, on n'avait pas cette capacité subventionnaire et compensatoire s'il fallait aller du côté de Québec. Maintenant, on a ces pouvoirs-là. Donc, on va faire comme on a fait avec Saint-Denis. On va accompagner les gens, on va travailler avec les citoyens, on va s'assurer que l'entrepreneur puisse faire les choses en temps et au niveau du budget. Et on aura cette capacité compensatoire pour assurer que s'il y a des pertes, qu'on puisse accompagner le commerçant. Dernier point, là, Sainte-Catherine, c'est un mauvais exemple parce que non seulement il y a un comité de citoyens, il y a un comité également des commerçants. Tout le monde travaille ensemble et Pierre Desrochers a fait un travail formidable et on est en mesure justement d'amorcer de la bonne façon et avec les pouvoirs supplémentaires qu'on a, on est en mesure d'aider l'ensemble des commerçants. Madame Plante, c'est à vous d'ouvrir le débat. Ben oui, ben en fait, je pense que quand vous parlez M. Coderre parle des catégories là, pour la taxation pour les commerces, et on s'entend, là, c'est l'équivalent de donner du Tylenol à quelqu'un qui a une grippe espagnole. Là. Le vrai problème, c'est vraiment la taxation au niveau de la taxe foncière, que tout se base là-dessus. Et encore une fois, c'est un échec lamentable. On nous avait promis d'avoir plus de flexibilité et tout le monde l'attendait, tant les résidents que les commerçants. Ce n'est pas arrivé. Alors, il y a cette question-là. Et pour ce qui est des chantiers, on doit être beaucoup plus proactif. Ailleurs dans le monde, il se fait un habillage de chantier. On travaille avec les commerçants. On s'assure, par exemple, qu'on n'ouvre pas et on ne referme pas la rue. On doit travailler avec les acteurs du milieu, les différents intervenants. On doit également pouvoir, encore une fois, compenser de façon financière, avoir une taxe, un allègement de taxes lorsqu'il y a de grands travaux. Les commerçants le demandent parce qu'on a la rue Bishop, on a juste à voir sur la rue Jarry, on allait sur le boulevard Gouin, des commerçants qui sont là depuis 5, 10, 15, 20 ans et qui sont en train de mourir. Mme Plante. Alors, je pense qu'il faut falloir les aider, Coderre, il faut les écouter. Respectueusement. C'est que non seulement on travaille avec les SDC, mais avec l'Association des SDC, on a pu obtenir que maintenant, c'est le passage obligé. Il va y avoir des sociétés de développement du commerce dans l'ensemble des artères commerciales. Deuxièmement, on s'est assuré d'avoir un fonds soit de revitalisation des façades. Il y a un fonds également de 40 millions qui va aider les commerçants. Et on a en plus un budget de 50 millions de dollars qu'on a pu obtenir du statut de métropole qui va nous permettre ensemble de développer une stratégie ponctuelle pour les commerçants. Et pas plus tard que ce matin, j'étais avec la SDC de Saint-Laurent et puis avec l'Association des SDC, on a convenu qu'on allait mettre sur pied un groupe de travail où les recommandations seront pour mars 2018, où on va regarder pas juste ça, le stationnement, il y a le commerce en ligne, il y a tous ces éléments-là aussi qui sont importants. Là. Alors, mais il va y avoir crédit de taxe, il va y avoir Je suis capacité. très heureuse que vous parliez de la SDC, de la rue Saint-Laurent, puis je pense qu'il faudrait faire attention de ne pas faire trop du name-dropping parce que pour l'instant, c'est une association comme toutes les autres qui souhaitent travailler avec aucun parti en particulier parce que eux, ce qu'ils veulent faire avancer, ce sont les artères commerciales et les commerçants. Mais parlant de l'avenue Saint-Laurent, vous savez quoi? Pour qu'une avenue soit dynamique, avant les travaux ou même après les travaux, il faut savoir l'animer. Et là-dessus, bon, je sais que M. Coderre fait une fixation sur le plateau Mont-Royal, donc on va en parler. Grâce aux interventions sur le domaine public de l'administration du plateau Mont-Royal en travaillant avec les associations de commerçants, on a fait des choses fabuleuses. Pensez au Festival Mural. Maintenant, les gens viennent sur Saint-Laurent pour le Festival Mural. C'est bon pour les affaires. Le Festival Mural, Mme Plante, c'est votre humble serviteur qui l'a financé avec Alors, le il faut Ville-Centre. pouvoir être créatif et penser à l'extérieur. Mme Plante, deux choses. Le Festival Mural, là, c'est avec notre service de culture. Ça s'est fait au niveau de la Ville-Centre. Deuxièmement, parlons du fonds de dynamisation au niveau des stationnements. On l'a renouvelé à plusieurs reprises parce que dans le plateau, on voulait le couper. Dernier point. C'est pas du name dropping. On parle de stationnement. C'est pas du name dropping. Nous, M. le Cardinal, j'ai une équipe formidable et ça me fait plaisir de les présenter et de les faire voir. Et Zach Maklovich, qui était de la SDC de Saint-Laurent, a contribué à baisser de 28 à 7 le taux de vacances et il est candidat à la mairie du plateau Mont-Royal. Voilà, simplement. Est écoulé. Ça conclut évidemment la période d'échange. Merci à vous deux. Parlons maintenant, toujours dans ce troisième thème, d'un deuxième enjeu, les grosses entreprises ou les gros employeurs.
La loi sur la métropole, vous en avez parlé, M. Coderre, qui vient d'être adoptée, donne de nouveaux pouvoirs à Montréal pour attirer, pour retenir des grosses entreprises. C'est une réponse notamment, on s'en souviendra, au départ d'Electrolux, la région métropolitaine, pour aller à Memphis, où l'entreprise s'est installée après avoir reçu de très généreuses subventions. Ma question, au moment où Montréal dépose aujourd'hui même, si je ne m'abuse, sa candidature pour accueillir le siège social d'Amazon, et au moment où la région travaille fort pour attirer d'autres gros joueurs, qu'est-ce que vous pensez de l'idée d'accorder de grosses subventions pour retenir, pour attirer de gros employeurs sur l'île? Pour ou contre? M. Coderre, on le fait déjà. répondre en premier. Je veux dire, Montréal International, l'année dernière, année record, 1,35 milliard de dollars. Vous avez 150 grues sur l'île de Montréal qui représentent 25 milliards d'investissements. Pas plus tard qu'hier, j'étais avec un consortium d'entreprises, Yule, qui a investi non seulement 400 millions dans la phase 1 et la phase 2, mais qui va investir total 1 milliard de dollars pour 5 grands projets. Donc oui, on doit accompagner et le fonds de développement qu'on met de l'avant on va travailler conjointement avec comme plan directeur avec le gouvernement du Québec pour qu'on puisse s'assurer qu'il y a une cohérence dans le propos. Mais c'est sûr qu'on doit être là comme facilitateur et accompagnateur. Mais plus que ça, c'est pas juste les grandes entreprises. On a mis sur pied une maison des régions parce que notre rôle comme métropole économique, c'est de s'assurer que l'ensemble des régions puissent aussi créer des marchés. Donc, marché québécois, marché canadien, puis notre diplomatie urbaine a fait en sorte qu'on a énormément d'investissements étrangers à Montréal. Merci, M. Coderre. Mme Plante, à votre tour de répondre. Oui, merci beaucoup, M. Cardinal. Donc oui, il faut pouvoir, on souhaite avoir de grands joueurs qui viennent s'installer à Montréal. Et bien justement, on parlait de Montréal International qui font un travail qui est exceptionnel. Et on doit soutenir, entre autres, Montréal International à continuer à faire ce genre de négociations-là avec d'autres grands joueurs. Ceci étant dit, pour moi, il y a deux principes qui guident ce genre d'opération de charme. La question de l'équité. On l'a vu avec Netflix, c'est un deal qui n'est pas nécessairement bon pour tout le monde, il y a une question d'inéquité. Alors pour moi, ça, c'est important, qu'on puisse décider comme société comment on veut encourager les grandes entreprises avec tout ce qu'elles demandent. Et également, comment on fait la planification urbaine, pas seulement en fonction des demandes d'un géant comme celui-là, mais que nous, on ait notre vision de comment on veut développer nos quartiers et ensuite de les inciter à venir s'installer parce qu'on sait que les grandes entreprises aiment les milieux de vie qui sont dynamiques. Merci. On l'a prouvé avec Ubisoft dans le Myland. Merci, Mme Plante. M. Coderre, à vous de débuter les échanges. J'aurais peut-être envie de vous demander jusqu'où est-ce qu'on doit aller pour attirer les grands joueurs. Bien, jusqu'où? On a évidemment un cadre à respecter, le PMAD. On a des mesures fiscales, mais ça ne se fait pas tout seul. Là. Ça se fait avec le gouvernement du Québec, avec le gouvernement du Canada. Le rôle du maire de Montréal est d'être l'ambassadeur numéro 1 et toutes les missions internationales qu'on a faites ont contribué à avoir notamment des vols directs. Alors, quand on est revenu de la Chine, 2 mois plus tard, les négociations fonctionnaient pour un vol direct Montréal-Shanghai et par la suite, 14 mois plus tard, avec Air Canada, on a développé un corridor. On est passé en 2004 de 30 vols directs à 87 maintenant. Je pense que la question, alors, c'est de savoir ce qui est important pour nous, ce qui est important pour nous, bien non, regardez, nous, on croit au développement. Nous, on pense qu'on est capable de faire les choses adéquatement, puis c'est pas travaillant dans son vase clos, là. On parle pas juste de quartier, là. On parle de développer. Mais quand on parle de quartier, parlons-en. Quartier d'innovation, quartier d'électrification, quartier de la santé, on a besoin d'avoir des entreprises également fortes, tout en respectant les start-up, puis en mettant sur pied une stratégie d'économie sociale. Je vous pose la même question. Jusqu'où est-ce que la Ville doit aller? Bien, moi, je dirais que oui, il faut pouvoir être attrayant, mais l'idée de respecter le cadre de l'environnement où la compagnie veut s'installer, ça, c'est important. Parce qu'on ne veut pas venir nécessairement déstabiliser des quartiers complets pour répondre à des demandes spécifiques. Oui, c'est de la négociation. Oui, c'est d'en arriver à une entente qui correspond à tous et chacun. Mais encore une fois, la question d'équité, moi, j'y tiens. C'est important parce que dans la société dans laquelle on vit en ce moment, on a parfois l'impression que des grands joueurs, on s'occupe des grands joueurs, mais pas des petits joueurs. Et moi, les petits joueurs, j'y tiens. Entre autres, on n'a pas eu la chance de parler du secteur manufacturier, mais il y a tellement de possibilités de créer des zones d'innovation 4.0. On peut travailler avec des secteurs qui, peut-être, ne sont pas des méga joueurs, mais qui contribuent jour après jour à la vitalité, Vous savez, Mme Plante, on a quelqu'un qui s'appelle... Et à la vitalité de nos quartiers, parce que on a quelqu'un qui s'appelle Aruch Chitilian, se disperser dans différents qui a mis de l'avant une stratégie. Pas seulement le centre-ville, mais qu'on puisse innover dans d'autres coins de la ville. J'ai gagné ma vie à faire ça. Allez-y. On a des chantiers. On a une stratégie d'économie sociale.
On a un plan d'économie sociale, mais on a aussi un plan au niveau des start-up qui a fait en sorte, avec l'écosystème qu'on a bâti, puis merci entre autres à Roche-Tiliane, avec la ville intelligente, on a été en mesure d'être les premiers au Canada. Alors, quand on dit que les grosses entreprises qui arrivent, là, ça ne faut pas se faire au détriment des autres, ça ne se fait pas au détriment des autres. Quand Ericsson est arrivé ici, ça ne s'est pas fait au détriment des autres. Quand on établit des technoparcs, Technoparc Saint-Laurent, c'est un succès magnifique. On doit en faire plus, par exemple, en Anjou également. On est capable de développer ensemble, mais cette diplomatie urbaine doit se faire, évidemment, avec un cadre bien établi, puis on fait ça continuellement dans les missions commerciales. Madame Plante. Merci beaucoup, M. Cardinal. En fait, en terminant, j'aimerais rappeler qu'il n'y a pas en ce moment de stratégie économique, de développement économique à la Ville de Montréal. Et c'est bien ça qui manque. On y va à tâtons. On y va à la pièce. Et moi, ce que j'ai l'intention d'amener, c'est une vision claire, des objectifs qui sont clairs et chiffrables. Et je vais vous faire une annonce. Nous aurons un responsable au comité exécutif qui va s'occuper du développement économique, ce qui n'est pas le cas en ce moment. C'est un chantier à temps plein. J'aurais envie de vous laisser. Monsieur Cardinal, c'est pas exact. Non seulement on a une stratégie du développement économique, on a des gens exceptionnels. On a même créé PME Montréal, qui suscite l'envie de tous. Ça met fin à la période d'échange. Vous m'excuserez de vous interrompre. Passons maintenant au quatrième et dernier thème de la soirée, possiblement le sujet le plus incontournable de la campagne, se déplacer à Montréal, que ce soit en voiture ou en transport en commun. Les fameux cônes oranges sont devenus une icône de Montréal. Les coûts de la congestion routière sont évalués à 1,8 milliard de dollars chaque année, imaginez. Et en plus des gros chantiers comme Champlain et Turcot, de nombreux travaux prioritaires sont attendus au cours des prochaines années. On a juste à penser au pont-tunnel de la Fontaine et à l'autoroute métropolitaine, ce qui, évidemment, pourrait aggraver les problèmes de congestion. Les automobilistes comprennent bien sûr qu'on est en mode rattrapage, mais ils sont quand même excédés et parfois même, on les comprend, en colère. Je vous pose donc la question. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour faciliter la vie des citoyens qui circulent en voiture? Et je vous demande vraiment de me parler des solutions liées aux automobilistes, surtout ceux qui ne peuvent pas prendre le transport en commun. Monsieur Coderre, vous avez la parole. Monsieur Cardinal, quand je suis arrivé au pouvoir, il y a 13 000 km de routes, d'aqueducs et d'égouts. Pour mettre ça à niveau, là, pour que ça fonctionne, là, c'est 2,1 milliards par année. On en a mis 600 millions. Quand on était là, c'était 600 millions. On est rendu à 1,4 et l'an prochain, on va être 1,7 milliard de dollars. Alors oui, je comprends l'exaspération des automobilistes, mais la décrépitude de nos infrastructures fait en sorte qu'on a été obligé de poser des gestes. D'ici 2020, en fait, même 2019, vous avez vu, on a comme changé l'autoroute Bonaventure. Le pont Champlain va être terminé. Turcot va arriver à sa fin. On a créé tant au niveau des artères locales que commerciales. Regardez dans NDG, par exemple, on en a réalisé 40 dans notre... Ça envoie un message aussi. Là. Ça permet justement de régler une situation concernant la congestion. Mais on ne peut plus parler juste des automobiles. Il faut parler en même temps des transports collectifs puis d'avoir une vision intégrée. Merci, M. Coderre. Madame Plante, et j'insiste, parlons d'abord des automobilistes. À vous la question. Parfait, merci. Ce que je veux dire dès le départ, c'est que peu importe quel type d'usager on partage tous le même réseau. Ça, c'est important. Et qu'on soit un automobiliste, un camionneur, un cycliste, un piéton, on est tous, ou quelqu'un qui prend l'autobus, on est tous pognés dans le même bateau et on doit trouver des solutions ensemble. Et l'exaspération ces temps-ci, surtout au niveau des automobilistes et des gens qui empruntent la route, c'est de tous les chantiers qui n'en finissent plus. Et on se demande parfois si, justement, la main droite parle à la main gauche parce que c'est très difficile de naviguer. Et ça pourrait se régler en ayant, entre autres, une meilleure coordination des travaux, en s'assurant que les différents intervenants se parlent. Nous, ce qu'on a décidé de mettre en place, c'est, entre autres, une brigade de l'inspection des travaux parce que, vous savez, ce qui exaspère beaucoup la population, c'est quand on fait des travaux et que, finalement, 3 semaines plus tard, on ouvre à nouveau. Il faut qu'il y ait des inspections rapides qui sont là-bas pour pouvoir intervenir et finalement une escouade du trafic. C'est pas normal qu'on appelle le commentateur de la radio pour dire qu'il y a un problème sur la rue. Je vous arrête. Vous aurez la chance d'expliquer votre point. Je pense que ce qui est important, réagir 3 minutes. Je pense que ce qui est important, c'est le mot fluidité. Donc, c'est de trouver une façon en temps réel pour qu'on puisse avoir des données qui nous permettent de savoir où est-ce qu'on s'en va. Donc, non seulement on a mis sur pied cette mobilité intelligente, vous savez qu'on a le Centre de gestion mobilité urbaine
Il y a, avec la ville intelligente et la technologie, on est en mesure aussi au niveau des feux de circulation, donc les feux de circulation intelligents. C'est clair qu'on est aussi en mode réalisation au niveau des chantiers et le fait qu'en plus, on a signé une convention collective avec nos policiers, les cadets vont pouvoir se pencher là-dessus puis on va sauver 6,2 millions de dollars. Donc, on n'a pas besoin de créer une autre police, là. Mais on a ce qu'il nous faut pour que ça fonctionne. On a mis sur pied des chantiers qui vont nous permettre d'assurer cette mobilité. Bien, vous dites qu'on n'a pas besoin de créer une escouade, mais si on se fie sur la personne que vous avez engagée, M. Fluidité, ça n'a pas duré longtemps, ça n'a pas été des résultats très concluants. Donc, moi, je préfère me baser sur une équipe d'intervenants qui vont pouvoir régler des problèmes rapides. Je vous en nomme un. Souvent, là, il y a des problèmes, des bouchons de circulation parce qu'il y a des voitures qui sont garées dans une voie qui devrait circuler. Si on était capable d'agir rapidement pour faire déplacer ce genre de véhicule-là, on sauverait du temps. C'est plein de petits gestes comme ça. Et quand on écoute les Montréalais, ils ont plein de solutions. Et cette escouade de mobilité, bien, c'est exactement ça. C'est plutôt que d'appeler le commentateur de la radio pour dire « Ah, c'est bloqué à tel endroit et tel endroit », on devrait à la Ville de Montréal, une ville intelligente, n'est-ce pas, de pouvoir répondre aux besoins des Montréalais et d'être en action-réaction. Pour l'instant, on sent beaucoup d'immobilisme et c'est vraiment à ce niveau-là que nous, on a l'intention d'agir. En plus, au niveau de la gestion des chantiers, qui, on le sait, c'est un vrai capharnaüm. Deux éléments, M. Cardinal. Dans un premier temps, évidemment, je veux rendre hommage aux gens de la circulation parce que c'est important d'avoir en temps réel ce qui se passe. Donc, je ne pense pas qu'on doit être contre la communication, Mme Plante. Deuxièmement, il y a toute la réalité des heures de livraison pour les camions. Donc, il y a aussi cette façon il faut regarder ça, là. Donc, on veut créer un centre urbain de livraison, redéfinir les heures de livraison parce que, écoutez, sur le plan économique, c'est extrêmement important, mais on doit avoir cet équilibre entre le développement économique et la sécurité. Donc, avec la technologie, avec cette façon intégrée de fonctionner, puis c'est pas juste au niveau de Montréal, là, il y a Mobilité Montréal avec l'ensemble des joueurs de Longueuil, de Laval, Couronne-Nord, Couronne-Sud et le gouvernement du Québec. Donc, de mettre à profit l'ensemble des caméras pour qu'on puisse avoir une fluidité. Monsieur Coderre, en même temps, vous savez, il existe un plan de transport qui a été fait en 2008 et que vous n'avez pas appliqué. Ça aussi, c'est un problème. Je veux dire, à un moment donné, c'est bien beau d'engager. Je ne parlais pas tout à l'heure des commentateurs comme quoi ils faisaient un mauvais travail. Je dis juste que ça devrait être une responsabilité de la Ville et que d'engager un monsieur qui vient nous parler de fluidité, mais que finalement n'a pas livré la marchandise, c'est de ça dont j'ai un problème. Madame Plante, je vais vous arrêter tout de suite. Les Montréalais se demandent, mais pourquoi est-ce qu'on engage à la pièce des experts comme ça en fonction Vous savez qu'aujourd'hui, on a offert ce débat aux victimes. Alors, vous savez pertinemment pourquoi que cette personne-là ne travaille plus pour Montréal. Donc, c'est tolérance zéro. On a voulu protéger les employées féminines. Alors, pour moi, c'est important de le faire. Parlez, M. Coderre. Je parlais du travail que M. Fluidité a fait. Je ne parle absolument pas. Ne faites pas d'amalgame, M. Coderre. Sérieusement, Madame... Bel essai, bel essai. Monsieur, la réalité, là, c'est que la raison pourquoi que la personne en question n'est plus pour nous, là, c'est parce qu'il y a eu une situation qui demandait tolérance zéro. Alors, entre ça puis tolérance zéro, je vais choisir tolérance zéro. Ceci étant, on a un travail de fluidité à faire et qui se fait avec l'ensemble des joueurs. Merci, M. Coderre. Vous avez parlé, Mme Plante, de mobilité. M. Coderre, vous avez parlé de transport en commun tout à l'heure. Et pourtant, ça fait longtemps que Montréal n'a pas eu un gros projet de transport en commun lourd. Ça fait, si ma mémoire est bonne, autour de 25 ans, donc ça ne date pas d'hier. Et les usagers le voient bien, ils attendent leur autobus souvent trop longtemps, ils ont de la difficulté à entrer dans les voitures du métro à l'heure de pointe, ils subissent constamment des interruptions de service. Ma question, nous savons que vous proposez chacun un prolongement de métro différent, mais étant donné que ces projets ne seront pas complètement terminés dans 4 ans, quel engagement ferme prenez-vous pour améliorer la vie des usagers du transport en commun au cours du prochain mandat, donc à court terme? Madame Plante, vous avez 45 secondes. Merci beaucoup. Contrairement à M. Coderre, pour moi, les deux projets ne seront pas en opposition. Il y a assez de place pour des projets de transport collectif lourds dans différents coins de la ville. Et c'est bien de ça dont il est question dans ma campagne, c'est d'être audacieux et de répondre aux besoins. Ceci étant dit, le jour 1, comme étant la première mairesse de Montréal, ce que j'ai dit, c'est qu'il y aurait 300 autobus hybrides de plus sur les routes. Parce que c'est nécessaire. Les gens attendent à l'arrêt d'autobus, les gens n'arrivent pas à entrer. Et entre autres, je dois le dire, c'est entre autres en raison du sous-investissement de l'administration Coderre au cours des 4 dernières années dans la STM. Il faut le rappeler, en 2015, c'est 25 millions de dollars qu'on a enlevés
au budget de développement de la STM. Le développement, ça permet d'identifier les problèmes et de trouver des solutions. Ça ne tient pas la route. Monsieur Coderre, à vous la parole. Vous avez manqué la vérif. Il paraît que ce n'était pas exact. Écoutez, c'est pas compliqué, là. On a investi pour 10 milliards de dollars avec le réseau électrique métropolitain, avec la ligne bleue. On a des ententes avec le gouvernement du Québec, avec le gouvernement du Canada. Si on veut régler les problèmes de fréquence, vous avez déjà le garage Côte-Vertu qui vaut 400 millions de dollars, qui va augmenter la fréquence de 25 %. Donc ça va régler des situations. Les Azur, c'est 8 % de plus de capacité pour les passagers. Et entre-temps, on ne peut pas dire « je vais vous donner 300 autobus d'ici 2020 ». Où c'est que vous allez les mettre? Alors, les garages qui sont prévus, puis il y a un plan de la STM, c'est 147. Et il y a la maintenance qui est prévue et les garages qui vont avec. Vous avez vu Bellechasse et tout ça. Donc, il y a un plan équilibré, il y a un plan qui est chiffré et il y a un plan qui est réaliste. Merci, M. Coderre. Mme Plante, à vous de lancer la période d'échange. Bien, écoutez, je pense, comme je le disais en ouverture, pour moi, l'idée ici n'est pas de dénigrer un projet de développement de transport collectif par rapport à un autre. C'est pas de ça dont il est question. Et les Montréalais le disent partout. Partout où je m'en vais, on me dit on veut des options de transport collectif. C'est la meilleure façon. Je disais tout à l'heure qu'on partage tous le même réseau. Bien, justement, si on veut enlever de la pression sur nos routes, maintenant on peut en parler parce que tout à l'heure on ne pouvait pas, mais pour enlever de la pression sur les routes, il faut penser global. Il faut pouvoir réfléchir à, oui, les travaux, mais on ne pourra pas construire beaucoup plus de routes, on peut construire plus de métro. Alors, pour moi, décongestionner les routes, ça passe par une offre de transport collectif. La ligne rouge, j'en suis très fière parce que non seulement ça participe à la mobilité de la population, mais ça vient ouvrir des quartiers, Montréal-Nord, Saint-Michel, Saint-Léonard, des quartiers qui sont densément peuplés et qui sont refermés sur eux-mêmes. On le sait, le développement de transport collectif, c'est des opportunités de développement économique et je suis très fière d'amener ça dans le débat. La ligne bleue, c'est 3,5 milliards de dollars. Si vous prenez en dollars de 2007, les trois de quartier Montmorency, là, la Concorde, là, ça devait coûter 175, ça a coûté 800 millions en dollars de 2007. On vient d'avoir de l'argent pour le réseau électrique métropolitain qu'on a décaissé en 14 mois, c'est 6 milliards de dollars. Cette ligne, puis je viens de Montréal-Nord. Hein? Le maire Ryan doit se retourner dans sa tombe parce que ça fait 38 ans qu'il voulait le métro puis il ne l'a jamais eu. On a fait un SRB, par exemple, pour 2022. La ligne rose, là, ça coûterait minimum 10 milliards de dollars. Et il y a une nouvelle agence qui existe, puis c'est les autres gouvernements qui financent. Alors, c'est pas qu'on veut plus de métro, mais c'est pas réaliste. Après avoir fait la ligne bleue, on va compléter Côte-Vertu, la ligne orange, pour qu'on ait en plus un système intégré avec le réseau électrique métropolitain. Ça, là, c'est ce qu'on est en train de faire avec l'Agence régionale des transports métropolitains. C'est des indépendants qui font de la planification pour s'assurer que ça soit réalisable et réaliste. Madame Plante? Je pense qu'on vient vous venez de bien définir toute la situation. Vous venez de dire on va commencer par finir la ligne bleue, puis après ça, on pensera à autre chose. C'est peut-être ça qui vous a motivé de couper 25 millions dans le fonds de développement. Mais le développement, c'est de penser à long terme. C'est de penser, ça sera quoi les besoins éventuels. Quand on a fait le métro dans les années 60, on a prévu les besoins pour les 10, 20, 30, 40 prochaines années. Et c'est pour ça qu'il faut parler de la ligne rose. Qui va payer? C'est pour ça qu'ils vont... Vous le savez très bien qui va payer. Qui va payer? Est-ce que je peux répondre à la question? Vous allez appliquer? Qui va payer? Qui va payer? Alors, je vais rappeler à mon adversaire qu'il existe en ce moment de l'argent dans les fonds d'infrastructure, tant du Québec que du Canada. Et également qu'il y a une banque d'infrastructure en ce moment. Et au final, je me dis, il y a quand même un REM là, qui va se construire, puis on a réussi à faire un montage financier en mettant des partenaires ensemble. Alors, qu'est-ce qui fait que ça ne serait pas possible de faire la ligne rose? Parce que ce n'est pas vous, M. Coderre, c'est-tu parce que ce n'est pas vous l'initiateur que vous avez un problème? Vous parlez de Montréal-Nord, les gens ont besoin de se déplacer. À un moment donné, il faut entendre, quand ça te prend 1h30 pour partir de Montréal-Nord pour venir au centre-ville, à un moment donné, il faut trouver donc des vous êtes d'accord avec le SRB? Non. Non? Ah, d'accord. Alors, le SRB... Oui, mais pas le SRB au pétrole, comme vous avez abandonné. Ça devait être électrique et vous avez abandonné. Non, ça, c'était dans le temps des autres gouvernements. Non. Le SRB, en tout respect, le SRB va amener 40 000 personnes. J'ai mes candidats et candidates ici, là, de Montréal-Nord, là, qui travaillent corps et âme pour assurer justement qu'on puisse donner des services. Donc, avec le SRB, avec la ligne bleue, avec le réseau électrique métropolitain, avec le train de l'Est, on va être en mesure de désengorger et d'assurer qu'on ait un service intégré. Quand même que je vous dirais que vous allez avoir de l'argent, il faut être réaliste, parce que vous avez dit que ça pourrait être prêt pour 2021. C'est encore une fois, je pense, un manque de vision. Je vais le répéter. C'est tellement densément peuplé dans ces coins-là et c'est tellement replié sur eux-mêmes
que pour soutenir le développement économique, entre autres à Montréal-Nord, entre autres à Saint-Léonard et dans l'est de Montréal, il faut de l'oxygène et le transport collectif, c'est prouvé, c'est ce que ça fait. Merci, Mme Plante. Ça met fin à cette période d'échange. Vous venez donc d'entendre les deux chefs débattre d'enjeux importants pour la métropole. J'invite maintenant Mme Valérie Plante, chef de projet Montréal, équipe Valérie Plante, à prononcer son discours de fermeture. Vous avez 2 minutes. C'est déjà fini. Je passe vite. Oh, je n'aurais plus longtemps. Merci beaucoup. Merci. Alors, je vous disais en introduction que c'est votre ville et votre choix. Et ce choix ne pourrait pas être plus clair. 2 options bien différentes s'offrent à vous. La première, c'est une administration qui favorise le statu quo, la gestion à la pièce, la bureaucratisation des problèmes et l'opacité. Une administration où la transparence, ça vient en option. L'alternative, c'est une vision pour le développement du Montréal de demain. Notre projet, c'est un projet pour Montréal, un projet qui est global. Un projet qui comprend que Montréal doit créer les conditions gagnantes pour faire émerger les start-up, la prochaine génération de créateurs d'emplois. Un projet qui comprend que le développement de quartiers résidentiels doit s'insérer dans un plan cohérent de quartiers mixtes, reliés par des services de transport collectif efficaces, sans quoi les bouchons de circulation ne feront qu'empirer. Chez Projet Montréal, nous croyons qu'il est possible d'innover politiquement et de proposer des pistes de solutions à l'exode des familles, comme un remboursement de 5 000 $ de la taxe de bienvenue pour les couples qui veulent avoir un enfant et pour les jeunes familles qui veulent rester à Montréal. Pour pouvoir choisir comment nous allons développer le Montréal de demain, il faut faire des choix. Vous pouvez faire le choix d'un meilleur milieu de vie pour votre famille et d'un quartier plus sécuritaire qui vous ressemble, d'un meilleur réseau routier et de transport en commun et de services municipaux plus efficaces. Notre projet, c'est aussi une saine gestion des finances publiques parce que vous travaillez fort pour gagner votre argent et que c'est notre devoir de vous rendre des comptes. Les Montréalais veulent une ville dynamique, tournée vers l'avenir et qui innove. Ils veulent que leurs élus soient connectés à leurs besoins et qu'ils trouvent des solutions à leurs problèmes. Et ça, c'est à ça que je m'engage. Projet Montréal va se battre pour offrir aux Montréalais ce qu'ils méritent de mieux. On va faire avancer Montréal. On va bâtir une meilleure ville pour tous. Après 4 ans de transition, c'est le temps d'avoir une vision. Le choix est clair. Maintenant, c'est à vous de choisir. Merci. Merci, Mme Plante. C'est M. Denis Coderre, maire de Montréal et chef d'équipe Denis Coderre pour Montréal, qui conclura le débat avec sa déclaration de fermeture de 2 minutes. Chers amis et chers amis, en faisant confiance à mon équipe en 2013, vous nous avez signalé qu'il fallait rompre avec le passé et bâtir pour l'avenir, qu'il fallait faire de Montréal la ville de tous les Montréalais et de toutes les Montréalaises, une ville inclusive où personne n'est laissé de côté, la ville du vivre ensemble. Vous nous avez dit qu'il fallait encourager le développement économique, mais pas à n'importe quel prix, pas au détriment de la cohésion sociale et du développement durable. Ces 3 réalités sont dorénavant indissociables. Vous nous avez demandé de réparer la ville et de l'embellir, tout en préservant l'attrait de ses arrondissements, de ses quartiers et de ses milieux de vie, d'en faire une métropole à l'échelle humaine. Enfin, vous nous avez confié le souhait que Montréal reprenne sa place de leader, qu'elle intervienne dans les dossiers et les décisions qui la concernent à Québec et à Ottawa, qu'elle prenne part aux enjeux qui touchent les grandes villes de la planète. Aujourd'hui, Montréal a retrouvé sa vigueur, son audace et sa volonté de se surpasser. Mon équipe est prête à s'engager à nouveau, tant à la mairie de Montréal que dans tous les arrondissements. Chers amis, vous avez vu que non seulement la fierté est retrouvée, mais l'intégrité est retrouvée également. Que si nous avons des chiffres exceptionnels, c'est parce qu'on a ramené cette stabilité, on a ramené la confiance dans les investisseurs. C'est parce qu'on s'est donné pour aider nos jeunes à pouvoir se développer avec notre politique de l'enfant. C'est parce qu'on est une municipalité amie des aînés. C'est parce qu'on a investi plus que quiconque en matière de transport collectif, mais c'est parce que vous aviez une administration et un maire de Montréal qui pouvaient faire une différence lorsqu'on prenait des dossiers, tant à Québec, à Ottawa, que sur la scène internationale. Donc, on dit tout simplement, ensemble, continuons le travail. Merci beaucoup. Merci, M. Coderre. Merci, Mme Plante, pour ces mots de la fin.
C'est donc ce qui conclut le débat des chefs 2017. Merci à nos candidats. Je vous rappelle évidemment que les élections auront lieu le 5 novembre prochain. N'oubliez surtout pas Il y a un de vote voter. anticipé le 29. Bonne fin de campagne. Merci beaucoup de vous être prêtés au jeu. Je pense que les chefs méritent une bonne main d'applaudissements. Merci à tous. Bonne soirée. Merci. Merci. Est-ce que je fais? Madame Plante, Monsieur Coderre, merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Clairement, le débat d'aujourd'hui a été aussi éclairant qu'apprécié. Monsieur Cardinal, je tiens aussi à vous remercier d'avoir animé ce débat d'une main de maître. À vous tous, merci d'avoir été des nôtres. Je vous invite maintenant à passer à la salle adjacente pour le cocktail. Merci beaucoup et bonne soirée.